Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour ma première vidéo. Ça fait littéralement des siècles que je vous parle de cette chaîne YouTube et ça y est, le moment est venu. Et pour commencer, j'avais envie de vous présenter deux objectifs. Le 150-600 G2 de chez Tamron et le RF 600 mm f4 de chez Canon. Comme vous me l'avez énormément demandé en message privé sur Instagram, je vais vous faire un test terrain avec des images concrètes, sans rentrer trop dans les détails de caractéristiques techniques que vous pouvez retrouver sur les sites constructeurs. Et pour vous rendre compte, oui ou non, si ça vaut le coup de passer d'un objectif de 1200 € à un objectif à 14 000 €. Allez, c'est parti pour les tests. Alors pour commencer, on va parler du piqué, parce que c'est une des parties qui vous intéresse le plus, et pour ceux qui ne connaissent pas, le piqué, en fait, c'est la sensation de netteté que l'on a sur une photo. C'est un peu le détail que peut fournir l'objectif. Donc déjà, on va comparer les deux objectifs à leur pleine ouverture, parce que je pense que c'est vraiment le plus important en animalier, étant donné qu'on est toujours sorti le matin tôt ou le soir tard. Donc on est à f6.3 pour le 150-600 et à f4 pour le 600 fixe. Donc quand on regarde de loin, hormis le rendu général de la photo, on ne se rend pas spécialement compte de la différence de netteté. Mais par contre, quand on va crop sur la photo, là pour le coup, ça devient assez flagrant. Le 600 mm Canon est vraiment d'une netteté impressionnante, mais pour être honnête, le 150-600 Tamron est vraiment décevant. En fait, de manière générale, les zooms, alors quand je parle de zoom, je parle d'un objectif qui a plusieurs plages de focale, comme le 150-600 qui va donc de 150 à 600 mm de focale, contrairement au 600 f4 qui lui est une focale fixe qui est donc bloquée à 600 mm. Donc je disais, les zooms gèrent souvent plutôt mal les pleines ouvertures, bon même s'il y a quelques exceptions à la règle, bien évidemment, mais pour obtenir une qualité optimale, il faut souvent fermer d'environ 2 crans le diaphragme, donc pour un objectif comme le Tamron qui est à 6.3, on passe généralement à f8. Donc si je passe maintenant les deux objectifs à f8, ça donne ça. Donc on remarque quand même qu'il y a une belle différence de qualité entre les deux, on le voit surtout au niveau de l'œil et au niveau du bec, mais là pour le coup le Tamron commence vraiment à mieux se défendre contre le 600 f4. Si on passe à f11, le 600 fixe reste toujours fidèle à lui-même, mais par contre le 150-600 commence lui à perdre vraiment en détail à cause de la diffraction. Et enfin à f16, donc pour moi le 150-600 devient inutilisable. Le 600 fixe, bon la qualité reste vraiment bonne, mais je trouve ça assez inutile. Si on ne fait pas de photos macro, ça sert à rien de monter à f16. Là, l'arrière-plan, il devient vraiment pas esthétique, on manque cruellement de lumière. Enfin, vraiment pour moi ça n'a aucun intérêt, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas perdre de temps pendant le test à monter jusqu'à f40. Maintenant, je trouvais intéressant de comparer les deux objectifs à leur meilleure qualité. Donc pour ça, j'ai pris le 150-600 à f8 et le 600 fixe à 6.3. Donc pour moi, les photos parlent d'elles-mêmes, le 600 f4 est quand même bien au-dessus en termes de piqué. Bon, quand je crop, on voit bien qu'au niveau du bec ou de l'œil, c'est quand même beaucoup plus net sur le Canon, mais franchement, vu son prix, le Tamron offre des performances tout à fait honorables. Donc ensuite, j'ai eu la chance d'avoir ce pigeon qui s'est posé devant moi pendant quelques minutes, juste le temps de vous faire deux photos pour comparer sur un vrai sujet. Et donc quand on zoome dedans, toujours la même conclusion, le 600 f4 est quand même bien plus net, et je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de s'attarder plus que ça sur le sujet. Alors pour cette deuxième partie, j'avais envie de tester un peu la gestion de la netteté en basse lumière, et aussi du coup de vous montrer l'avantage de pouvoir ouvrir à f4. Donc je tiens à préciser que j'ai utilisé le Canon R6 pour ce test, donc qui a un très bon boîtier, assez réputé pour la montée en ISO. Alors pour tester, tout simplement, j'ai pris la même vitesse pour les deux photos, la plus grande ouverture possible, donc ça, pas le choix quand il fait sombre, la même exposition et les ISO en automatique pour obtenir exactement le même rendu sur les deux photos. Alors en premier, j'ai mis la vitesse à 1 sur 500 et on arrivait à 20 000 ISO quand même sur le 150-600 quand j'étais seulement à 8000 ISO sur le 600 f4. Et donc quand on zoome sur les photos, on se rend bien compte de la différence énorme qu'il y a entre ces deux objectifs en basse lumière. Pour expliquer, le fait d'être resté plutôt bas dans les ISO donne un sérieux avantage au 600 f4, mais sans parler de sa montée en ISO, la netteté du Canon en basse lumière est bien supérieure à celle du Tamron, mais ça, on le verra juste après. Alors pour pousser un petit peu plus loin le test, je suis monté à 1 sur 1600 en vitesse et là c'est devenu vraiment compliqué pour le Tamron. En fait le piqué est devenu totalement inexistant, on peut voir qu'il est à 64 000 ISO donc c'est énorme quand même pour un boîtier, quand le 600 mm f4 est seulement resté à 25 600 ISO, donc là ça donne un sérieux avantage de pouvoir rester à f4. J'ai voulu comparer les deux objectifs avec globalement la même montée en ISO. Donc pour ça, j'ai pris la photo du Tamron à 1 sur 500 qui était à 20 000 ISO et celle du Canon à 1 sur 1600 qui était à 25 600 ISO.
Et malgré le fait que le 600 f4 ait 5600 ISO en plus, on remarque très clairement que le résultat est bien meilleur que sur le Tamron. En fait, c'était pour rejoindre ce que je disais juste avant, la retransmission des détails du 600 fixe en basse lumière est de base bien supérieure à celle du 150-600. Donc quand on ajoute à ça la différence des ISO, étant donné qu'on est à 6.3 et non à f4, eh bien la différence entre les deux objectifs en basse lumière est juste énorme. Et pour en finir avec cette partie, je voulais vous montrer la photo la plus bruitée du Canon, donc celle qui était prise à 1/1600, avant et après débruitage. Et là, le résultat est absolument incroyable. En fait, de base, l'excellente netteté malgré le bruit m'a permis de tirer un maximum de qualité après débruitage. Et en fait, on pourrait presque croire que la photo, elle a été prise à 400 ou 800 ISO. Et c'était donc une petite preuve qu'une photo à 25600 ISO réalisée avec le Canon permet totalement d'être exploitée, même rognée si vous voulez, en post-production. Petite parenthèse, donc pour débruiter, j'utilise DxO Photolab 5 qui est aujourd'hui, je pense, le meilleur débruiteur du marché, bien au-dessus de tous ses concurrents comme Topaz par exemple, et il fait vraiment un travail incroyable, donc je vous conseille fortement ce logiciel si vous voulez améliorer vos photos. Il est maintenant temps de tester une autre partie des objectifs qui, je pense, vous intéresse beaucoup, le bokeh. Donc le bokeh, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est tout simplement le rendu du flou d'arrière-plan ou de premier plan. Donc pour le tester, j'ai pris les deux objectifs à leur pleine ouverture. On peut voir que sur les deux photos, donc le rendu est totalement différent. En fait, sur le 600 f4, le sujet est bien plus détaché de l'arrière-plan que sur le 150-600. On le remarque surtout avec les deux branches qu'on voit derrière, qui sont bien plus visibles sur le 150-600. La lumière et les couleurs sont elles aussi bien plus douces et c'est ce qui donne un peu ce côté féerique aux photos prises avec ce genre d'objectif. Alors j'ai aussi testé les bokeh balls. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les petites bulles de lumière qui sont dues à un reflet dans le bokeh qu'on peut voir juste ici et que bien évidemment tous les photographes recherchent derrière leurs photos. Donc si on zoome au centre de l'image, on se rend compte que les deux bokeh balls sont globalement identiques, mais plus on se rapproche des bords, plus ça devient un petit peu critique pour le 150-600. En fait, en se rapprochant des bords, elle commence à prendre une forme un petit peu d'amande, alors que sur le 600 f4, les bokeh balls restent totalement rondes. Ensuite, j'ai fait un petit test d'aberration chromatique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des petites franges de couleurs qui se mettent sur les photos à très fort contraste, comme typiquement les contre-jours. Et suivant la qualité du verre et du traitement du verre, l'objectif sera plus ou moins sujet à ce défaut optique. Et si je zoome sur les photos, c'est là qu'on se rend compte que le Canon excelle. Malgré les conditions vraiment complexes pour un appareil photo, le 600 f4 ne crée absolument jamais d'aberration chromatique. Je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, réussi à avoir d'aberration chromatique sur une photo. Si on regarde la photo du 150-600, on constate qu'il y a une grosse frange bleutée sur tout le long de la branche. Bon, même si les logiciels actuels permettent de réduire les aberrations, ils ne les suppriment pas totalement. Donc quand elles sont trop importantes, il nous reste quand même une petite frange bleue sur la photo finale. Au passage, on pourra remarquer la différence de netteté parce que effectivement le contre-jour est aussi compliqué parce qu'on a toujours du mal à avoir de la netteté. Le 150-600 a eu beaucoup de mal et le 600 f4 lui aucun souci, comme d'habitude, toujours parfait. Il est maintenant temps de passer au test de l'autofocus. Donc on commence par celui du Tamron et comme vous pouvez le voir, il est plutôt réactif mais il manque un peu de précision. Bon, les conditions sont assez complexes étant donné que je lui fais passer d'un plan très proche à un plan loin. Alors parfois il fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il a souvent tendance à patiner ou à être légèrement décalé de la mise au point parfaite. Si on regarde maintenant le même test sur le 600 f4, on remarque qu'il est extrêmement réactif. En fait, c'est tout simplement l'autofocus le plus rapide que j'ai pu tester et en termes de précision, la mise au point est toujours parfaite et c'est d'ailleurs assez impressionnant. Pour comparer, sur une rafale de 20 photos avec le Tamron, j'ai environ 15 photos ratées, alors qu'avec le Canon, j'ai en moyenne 1 à 2 photos de ratées maximum, donc c'est vraiment un gain en efficacité juste énorme. Ensuite, j'ai fait un petit test de suivi de l'œil, donc sur le 150-600, il fonctionne plutôt bien, mais par contre, il perd assez souvent le focus, surtout si le sujet s'éloigne du centre du capteur ou s'il y a par exemple beaucoup de branches, mais sur un sujet avec un arrière-plan très loin, normalement il ne lâchera jamais son focus, donc ça reste un très bon point pour Tamron. Pour le 600 f4, le suivi de l'œil est juste monstrueux, vraiment, et même dans les conditions dures à gérer pour un AF, il ne perdra jamais sa cible. En fait, une fois verrouillé, je pense qu'il faut qu'il y ait un obstacle qui passe entre le sujet et l'appareil pour qu'il perde le focus. Et enfin, on va parler de la stabilisation, un point qui je pense est beaucoup trop mis de côté, mais qui est d'une grande importance en photographie animalière. Pour ce test, j'ai fait bouger volontairement les deux objectifs de la même manière avec la stabilisation désactivée, et ensuite j'ai réactivé pendant le mouvement la stabilisation. On va commencer par regarder pour le Tamron. Donc comme vous pouvez le remarquer, quand la stabilisation s'active, il bouge beaucoup moins.
De toute façon, en règle générale, personne ne secoue son objectif comme je l'ai fait pour le test, donc pour moi, vraiment, il dispose d'une stabilisation suffisante pour prendre des photos confortablement à main levée. Quand on regarde maintenant pour le 600 f4 de chez Canon, on se prend littéralement une grosse claque. En fait, l'objectif absorbe absolument toutes les vibrations qu'on produit, et c'est même assez fou car en général, la première chose que nous disent les photographes, sans connaître les objectifs comme celui-ci, c'est, je cite, sur ce genre d'objectif, il est obligatoire d'utiliser un trépied. Et justement, non. Ça, c'était valable sur toutes les premières versions d'il y a plus de 20 ans, non stabilisées. Actuellement, pour vous faire une idée, j'ai même réussi à prendre des photos à main levée, totalement nettes à presque une seconde de pause. C'est quelque chose qu'il m'est impossible de faire avec un objectif comme le 150-600. Pour conclure ce test, je tenais à préciser que le but de la vidéo n'était pas de rabaisser le 150-600, car évidemment, vous vous en doutez, à 1200 €, il ne peut pas rivaliser avec un objectif à 14 000 €. J'ai simplement répondu au maximum aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux, et essayé de vous expliquer pourquoi j'ai eu envie, moi, de passer du 150-600 au 600 f4. En parlant de réseau, vous pouvez me suivre dès maintenant sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez d'autres tests de ce genre. En attendant, passez une bonne journée et à bientôt.